Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une de cette édition, le Tchad. Un an après la mort d'Idriss Déby, le dialogue national tant attendu a été repoussé. Nous irons à N'Djamena en début de journal. Les Guinéens devront attendre aussi. Pas d'élection ni de retour à un pouvoir civil dans l'immédiat. La transition va durer au moins 39 mois, prévient le colonel Mamadi Doumbouya. L'opposition dénonce d'ores et déjà une décision arbitraire. Et puis enfin, nous irons au Sénégal dans cette édition. Les célébrations de l'Aïd ont un goût particulier cette année. L'inflation due à la guerre en Ukraine pèse sur le porte-monnaie des habitants. Reportage en fin de journée. C'est un dialogue qui devait poser les bases de la réconciliation nationale au Tchad. Un an après la mort du président Idriss Déby, le projet a été repoussé. Le gouvernement de transition n'a pas donné de nouveau calendrier. On fait le point avec notre correspondant Mamadou, Jim Tebaï. Ce dialogue qui doit regrouper partis politiques, société civile et groupes rebelles est donc reporté pour la troisième fois. Il faut dire que ce report était réclamé par les acteurs de la société civile, les groupes politico-militaires et l'opposition dite radicale, notamment le mouvement Wakitama qui a même quitté le processus. Je cite pour manque de sérieux. Pour beaucoup, la date du 10 mai était intenable. Les préparatifs ne sont pas encore terminés et il serait impensable que cette grande messe se tienne à l'absence des mouvements rebelles. Sans accord de paix, leur présence à N'Djamena était hypothétique. Sans leur participation et quelques acteurs critiques de la junte, ce dialogue perdrait de son caractère inclusif. Pourquoi c'est au Qatar de demander ce report? Cela étonne et interroge ici à N'Djamena. Le Qatar joue le rôle de médiateur pour les négociations entre gouvernement et 52 mouvements rebelles. Tous discutent depuis 1 mois et demi à Doha, la capitale qatari. Objectif, aboutir à un accord de paix, mais les discussions semblent piétiner. C'est cela qui a motivé la requête du gouvernement qatari à laquelle le Tchad a donné une suite favorable. Je cite, afin de donner aux différentes parties plus de temps pour parvenir à un accord de paix en vue de la convocation du dialogue national inclusif à N'Djamena. La société civile et l'opposition se disent satisfaits de ce report. Lui promet un dialogue national, mais sans aucun parti politique. En Tunisie, Kais Saied affirme qu'il sera mené par 4 formations. Il s'agit du quartet qui avait reçu en 2015 le prix Nobel de la paix pour sa contribution à la transition démocratique. Le président tunisien qui, je le rappelle, s'est accaparé l'été dernier tous les pouvoirs et qui a dissous fin mars le Parlement. On écoute un extrait de sa prise de parole. Pour travailler sur les questions liées aux mesures extraordinaires, un comité sera formé dans le but de préparer l'établissement d'une nouvelle république qui terminera son travail en peu de temps, en quelques jours, parce que les questions sont claires et les choix sont clairs. Le dialogue ne sera pas ouvert une 3e fois à ceux qui ont vendu leur âme, qui n'ont aucun patriotisme, à ceux qui ont apporté la ruine, qui ont affamé et maltraité le peuple. C'est une transition politique bien plus longue que prévu. En Guinée, le colonel au pouvoir Mamadi Doumbouya a annoncé que le retour au pouvoir des civils ne se ferait que dans 39 mois. Plusieurs partis politiques et membres de la société civile rejettent d'ores et déjà cette proposition. Écoutez, Malik Diakité, il est à Conakry pour France 24. À peine annoncé, le calendrier proposé par la junte est déjà rejeté par les principales formations politiques et de la société civile du pays, à savoir l'ANAD, la coalition dirigée par Cellou Dalein Diallo qui rassemble une 60aine de partis politiques, le RPG, Rassemblement du peuple de Guinée du président déchu Alpha Condé, ou encore le FNDC, Front national pour la défense de la Constitution, pour ne citer que. Selon eux, cette échéance n'a fait l'objet d'aucune discussion consensuelle comme le prévoit l'article 77 de la Charte de la transition. Nous ne sommes pas d'accord, c'est un chronogramme que nous rejetons. Nous réclamons un dialogue franc et sincère afin que l'article 77 soit respecté pour que nous puissions discuter et que de commun accord entre les forces vives de la nation et le CNRD, un chronogramme consensuel puisse être trouvé. Il y a des velléités claires de confisquer le pouvoir, de s'éterniser, de ne pas organiser des élections à bonne date. Il s'agit d'un parjure qui a été fait par le président de la transition qui, contre toute attente, a violé l'article 77 de la charte de la transition, la charte sur laquelle lui-même a prêté serment. Et nous pensons qu'il en est de trop. Il va falloir une mobilisation
des populations guinéennes, parce que le pouvoir reste au peuple et seul le peuple est détenteur de ce pouvoir et seul le peuple a droit à choisir ses dirigeants. Les militaires, quant à eux, ont dit que les 39 mois sont une proposition consensuelle issue des consultations qui ont été boycottées par ces partis politiques. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui n'a pas encore réagi à ce chronogramme de la junte guinéenne, annonce l'envoi d'une mission dans les prochains jours à Conakry. Une transition politique en Guinée retardée qui inquiète Antonio Guterres. Il a appelé à rendre le pouvoir aux civils dans les délais les plus brefs. Le secrétaire général des Nations Unies qui est en déplacement ce lundi au Niger, vous le voyez sur ces images. Il a par ailleurs appelé la nécessité de faire de ce pays l'épicentre de la lutte contre le djihadisme dans la région. On l'écoute. La communauté internationale doit investir à fond dans le renforcement des capacités de l'armée du Niger, du point de vue financier, du point de vue des équipements, du point de vue des aspects d'entraînement. Nous voyons un niveau de financement des activités humanitaires et de stabilisation à la baisse. Un exemple, le plan de réponse humanitaire pour le Niger pour l'année 2022 n'est actuellement financé qu'à 8,7%. C'est absolument inconcevable. J'appelle tous les partenaires à veiller à ce que notre attention et notre engagement dans la région soient maintenus malgré les nouvelles crises qui frappent notre monde. Le Niger, où près de 15% de la population sera en situation de crise alimentaire dès le mois de juin, plus d'1 million d'enfants souffrent déjà de malnutrition aiguë. L'une des clés pour limiter les dommages, c'est l'éducation alimentaire ou comment manger plus efficacement avec de maigres ressources. C'est un reportage de notre correspondant Harold Girard. Dans l'hôpital national de Niamey, le service dédié à la malnutrition infantile est sous tension, après une très dure sécheresse en 2021 qui a provoqué les pires récoltes agricoles depuis 5 ans. Les cas de sous-alimentation se multiplient. Ce petit garçon a tout juste 6 mois. Il n'arrive plus à s'alimenter correctement. C'est mon petit-fils. On lui a donné des biscuits, mais il ne les mange pas. Les médecins m'ont dit de lui donner à manger, mais dès que j'essaye, il vomit tout. Malgré l'aide internationale, pour les médecins, ce sont les connaissances sur une alimentation équilibrée qu'il faut avant tout transmettre aux parents. Sortati. La prise en charge d'un enfant de Niti, ça ne consiste pas à donner que du lait. On donne du lait, c'est pour un peu récupérer et puis traiter les complications. Mais de l'autre côté, le gros du travail, c'est surtout ces conseils nutritionnels-là qui vont permettre d'éviter à l'enfant de tomber encore malnutri. Des conseils qui souvent n'atteignent pas les zones les plus rurales. Ici, dans le village de Malokwara, ces femmes sont venues assister à un cours de nutrition. L'objectif, préparer les aliments de la manière la plus efficace possible quand les rations viennent à manquer. Il ne faut pas trop prévoir. Si l'enfant n'en mange qu'un peu, le reste finit par pourrir. Il faut préparer uniquement ce qu'il peut boire et manger. Au Niger, plus de 3,5 millions de personnes pourraient être en situation de crise alimentaire d'ici juin 2022. C'est une zone exposée au risque d'attaques djihadistes. Le nord de la Côte d'Ivoire, la militarisation sur place se poursuit malgré une relative accalmie. Il faut dire que depuis les attentats de juin 2021, la menace reste omniprésente et le traumatisme est dans tous les esprits. Reportage de Samuel Bernard. C'est une route non bitumée comme il y en a des milliers en Côte d'Ivoire. Mais dans le nord-est du pays, cet escadron de militaires s'y déplace lentement et en rang serré. Pour toute la rame, respecter les distances. Il y a 3 mois, un engin explosif a été retrouvé à quelques dizaines de kilomètres. Le mot d'ordre est donc à la vigilance. La menace est réelle et elle est évolutive. Les ponts, les carrefours, les passages étroits font l'objet d'attention particulière. Parce que c'est à ces endroits-là, généralement, que l'ennemi pose ces engins explosifs. Au bout de cette route menant au Burkina Faso voisin, la ville de Toukbo, située à l'extrême nord du pays, subit elle aussi les conséquences des attaques djihadistes dans la région. En moins d'1 an, 6 000 réfugiés burkinabés sont arrivés dans cette localité de 20 000 habitants. Dans cette ville, les militaires connaissent les différentes familles qui abritent ces réfugiés.
comme cet homme qui leur a ouvert largement les portes à leur arrivée. Ils sont 30 à dormir dans ces deux salles. Au début, ils étaient une dizaine de personnes. Puis 5 personnes sont venues, puis 7 personnes. Ils sont venus au compte-gouttes jusqu'à la situation actuelle. Ces hommes en uniforme ont pour mission d'améliorer l'image des militaires, mais aussi de garder un œil sur ces réfugiés à travers ces familles d'accueil. Le djihadiste lui-même peut s'infiltrer pour venir voir comment est-ce qu'eux-mêmes, dans ce village, ils vivent. On prend comment on appelle, le tuteur. C'est à lui, on fait confiance, on dit, bon, c'est chez toi, il vit. Donc s'il est en train de partir, tu nous fais signe qu'il est parti. Quand il revient aussi, dis-nous qu'il est revenu. Le nord de la Côte d'Ivoire est désormais rassemblé sous une seule unité de commandement appelée Zone Nord. Au poste de commandement, la situation est officiellement sous contrôle, mais un renforcement des effectifs reste nécessaire. Malgré la relative accalmie, nous n'avons pas le droit de dormir sur nos lauriers. Nous avons exprimé le besoin d'avoir des effectifs additionnels et vous avez vu que dans les actions futures, nous envisageons faire une génération de forces afin de renforcer davantage notre dispositif. 3000 soldats ont été recrutés fin avril par l'armée ivoirienne. Le renforcement de la présence militaire dans le nord du pays a vocation à se poursuivre. Ce lundi, les musulmans du monde célèbrent l'Aïd au Sénégal. L'ingrédient indispensable de cette fête, c'est le poulet. Son prix a été multiplié par 2 en l'espace de quelques semaines à peine. En cause, la guerre en Ukraine qui rend le maïs et autres aliments des volailles beaucoup plus chers. C'est un reportage réalisé à Dakar. Il est signé de nos correspondants Sarah Sako avec Eliman Dao. C'est un rituel pour Fatou. À la veille de chaque Korité, cette mère de famille va en personne choisir son poulet pour la fête. Cette année, elle est surprise par la hausse vertigineuse du prix des volailles. C'est vraiment très cher. Imaginez, des poules de même pas 2 kilos sont vendues 3500 francs CFA. Et je dois en acheter 5 pour satisfaire toute la famille. À ce prix, ce sera très dur de m'en sortir. Au Sénégal, près de 10 millions de poulets sont consommés le jour de la fête. Leur prix est fixé par les producteurs. Cette année, ils indexent l'augmentation du coût du mil et du maïs pour justifier la hausse des prix. Le kilo de graines coûtait 315 francs CFA. Maintenant, il est passé à plus de 400 francs CFA. C'est une hausse très surprenante. En tant qu'aviculteur, on s'en sort difficilement. On vend même parfois nos poules à perte. Le ministère du Commerce, de son côté, indexe l'inflation généralisée due à la guerre en Ukraine. Nous sommes rattrapés un peu par cette crise-là qui est en Russie et qui se répercute sur la disponibilité de ces produits-là. Ça crée cette situation-là qui fait que, on pourra constater par-ci et par-là des difficultés en termes de prix, mais en gros, la demande va suivre l'offre pendant la période de la Korité. Pour soutenir les ménages, le gouvernement a renoncé aux droits de douane et à la TVA sur des denrées de grande consommation comme le sucre, l'huile et le riz. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se quitte avec ces images de célébration de la Eid. Elles nous parviennent du Caire en Égypte. Belle soirée à tous sur France 24.